cœur de notre société hyper connectée, la solitude est souvent perçue comme un fardeau, une épreuve à fuir à tout prix. Pourtant, et si cette solitude n'était ni un châtiment, ni un signe de faiblesse, mais la plus puissante des alliées sur le chemin de la transformation intérieure? Celui qui ose marcher seul s'expose certes au vent contraire, au doute et à l'isolement, mais c'est précisément dans ce face-à-face avec soi-même que la discipline naît et s'affermit. La discipline, simple, brute, implacable, devient alors ce levier invisible qui forge des habitudes solides, capables d'ouvrir la voie vers des objectifs longtemps rêvés. Dans cette quête, un dialogue intime se met en place. Un échange silencieux mais vital entre la raison et les émotions, entre la volonté et la tentation. Ce dialogue intérieur, souvent sous-estimé, est le moteur essentiel qui nourrit la motivation et sculpte la confiance en soi. Mais cette bataille ne se déroule pas qu'en solitaire. L'environnement joue un rôle décisif. Un espace rangé, des influences positives, des interactions choisies avec des êtres partageant des valeurs fortes amplifient notre capacité à rester concentré, à ne pas céder aux distractions incessantes du monde moderne. Et ces distractions, elles sont partout. Réseaux sociaux, alertes, sollicitations permanentes. Savoir poser des frontières claires face à ces assauts est une forme de courage, une manière concrète de préserver la puissance de notre volonté. Parce qu'au fond, chaque choix compte. Chaque petit geste, chaque moment de recul, chaque décision consciente façonne cette construction intérieure vers une vie meilleure. La solitude et la discipline deviennent alors les deux faces d'une même pièce. Une pièce qui, si elle est parfaitement polie, ouvre la porte à une intégrité profonde, une harmonie intérieure, et presque paradoxalement, à des relations plus authentiques et enrichissantes avec les autres. C'est un chemin rude, qui demande de l'audace et de la persévérance. Mais celui qui ose s'aventurer sur ce chemin, loin des sentiers battus et des validations extérieures, découvrira qu'il va plus loin, bien plus loin que ceux qui marchent à la cadence dictée par la foule. Il apprend à se connaître, à s'aimer et surtout à tenir bon quand tout pousse à fléchir. Marcher seul, ce n'est pas être seul, c'est être profondément en phase avec soi-même, dans une alliance inébranlable entre discipline et liberté. Structure de la vidéo, les 5 piliers pour oser marcher seul et aller plus loin. S'approprier la solitude comme un sanctuaire, pas une punition. 2. Cultiver la discipline, la force simple qui transforme les vies. 3. Entretenir un dialogue intérieur sain et motivant. 4. Créer un environnement qui booste la concentration et la volonté. Poser des limites claires face aux distractions pour renforcer la maîtrise de soi. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Nous avons exploré comment la solitude, souvent crainte, peut devenir un sanctuaire où se forge une discipline implacable, le levier invisible de toute transformation. Nous avons posé les fondations, compris que marcher seul n'est pas une faiblesse, mais une opportunité de se confronter à soi-même. Mais comment, concrètement, navigue-t-on dans ce voyage intérieur? Comment transforme-t-on ces vérités en actions quotidiennes qui sculptent notre résilience et notre détermination? La réponse réside dans les piliers suivants. La manière dont nous parlons à nous-mêmes, la manière dont nous façonnons notre environnement, et la clarté avec laquelle nous traçons des frontières face au chaos ambiant. Bit 3. Entretenir un dialogue intérieur sain et motivant. Après avoir embrassé la solitude comme un allié et reconnu la puissance de la discipline, la prochaine étape cruciale est de tourner notre regard vers l'intérieur, vers cette voix constante qui résonne dans notre esprit. Nous parlons ici du dialogue intérieur, cet échange permanent entre notre raison et nos émotions, entre nos aspirations les plus nobles et nos doutes les plus profonds. C'est dans ce théâtre intime que se jouent nos victoires et nos défaites,
bien avant qu'elle ne se manifeste dans le monde extérieur. Les stoïciens, avec une sagesse intemporelle, nous ont enseigné que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais l'interprétation que nous en faisons. Cette idée est le cœur de la maîtrise de notre dialogue intérieur. L'écho de nos pensées, un constructeur ou un destructeur. Chaque jour, nous sommes les auditeurs et les orateurs de notre propre monologue. Cette voix intérieure peut être un tyran impitoyable, sapant notre confiance, nous rappelant nos échecs passés et alimentant nos peurs futures. Elle peut nous persuader que nous ne sommes pas à la hauteur, que l'effort est vain, ou que le regard des autres est le seul baromètre de notre valeur. À l'inverse, elle peut devenir un mentor bienveillant, un allié inébranlable qui nous pousse à persévérer, qui célèbre nos petits progrès et nous rappelle notre capacité à surmonter les obstacles. Le choix de la direction de ce dialogue nous appartient, et il est fondamental pour quiconque souhaite marcher seul avec force et détermination. Prenez l'exemple d'un projet ambitieux. Alors que vous vous lancez, votre esprit peut murmurer « C'est trop grand pour toi. Tu vas échouer comme la dernière fois. » Les autres y arrivent, mais toi, ces pensées sont des semences de découragement qui, si elles sont nourries, finiront par étouffer toute initiative. Le stoïcisme nous invite à intercepter ces pensées, non pas à les réprimer violemment, cela est souvent contre-productif, mais à les observer avec une distance critique. Est-ce un fait irréfutable que vous allez échouer, ou est-ce simplement une impression, une réaction émotionnelle, ancrée dans des expériences passées ou des peurs anticipées? Le rôle de la raison stoïcienne dans le dialogue intérieur. Pour les stoïciens, la raison est notre boussole. Elle nous permet de distinguer ce qui est vrai de ce qui est une illusion de notre esprit, ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Face à un dialogue intérieur toxique, l'approche stoïcienne consiste à 1. Observer sans jugement. Remarquez les pensées négatives sans vous y accrocher. Elles ne sont que des impressions. Comme Épictète le disait, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils en ont. Votre pensée n'est pas vous. C'est un événement mental. 2. Questionnez ces impressions. Sont-elles basées sur des faits solides? Quelle preuve ai-je que cette pensée est absolument vraie? Si je pense « je ne suis pas assez bon », puis-je trouver des preuves que j'ai réussi par le passé, que j'ai appris et progressé? Ce questionnement socratique est une arme puissante contre les distorsions cognitives. 3. Reformuler et recentrer. Une fois la pensée négative déconstruite, remplacez-la par une affirmation plus réaliste et constructive, ancrée dans la vertu et l'effort. Plutôt que « je vais échouer », dites « je vais faire de mon mieux, apprendre de chaque étape et persévérer, quelle que soit l'issue, car mon effort est ma seule véritable maîtrise. » Concentrez-vous sur l'action vertueuse et non sur le résultat que vous ne contrôlez pas entièrement. Cultivez un mentor intérieur. Ce travail de sape des pensées négatives n'est pas une fin en soi. Il ouvre la voie à la construction d'un dialogue intérieur sain, à l'établissement d'un véritable mentor en nous. Ce mentor est la voix de notre sagesse, de notre courage, de notre justice et de notre tempérance. Il nous rappelle nos valeurs fondamentales, nous pousse à agir avec intégrité et nous guide à travers les épreuves. Comment cultiver ce mentor? Le journal de bord stoïcien. Prenez l'habitude d'écrire chaque jour. Non pas pour lister vos tâches, mais pour réfléchir à vos pensées, vos émotions, vos réactions. Qu'est-ce qui vous a perturbé? Comment auriez-vous pu réagir avec plus de sagesse? Qu'avez-vous appris? Ce processus de réflexion écrite est un puissant outil de dialogue avec soi-même, un espace où l'on peut remettre en question nos préjugés et renforcer nos convictions. Marc Aurèle pratiquait cela quotidiennement, et ses méditations ne sont rien d'autre qu'un dialogue intérieur profond et sans concession. La préméditation malorum appliquée à soi. Préparez-vous mentalement aux défis à venir, non pas en vous décourageant, mais en imaginant
comment vous pourriez y faire face avec résilience et vertu. Si vous anticipez un moment de doute, préparez votre réponse intérieure. Quel conseil vous donnerait votre mentor intérieur? La pratique de l'affirmation positive stoïcienne. Il ne s'agit pas de répétitions creuses, mais d'ancrer des vérités profondes. Je suis capable de persévérer. Je contrôle mes réactions, pas les événements. Je choisis l'effort et la vertu. Ces affirmations, quand elles sont ressenties et étayées par la raison, peuvent transformer les circuits neuronaux de votre cerveau et renforcer votre estime de soi. Un dialogue pour la vie moderne. Dans notre monde moderne, où les comparaisons incessantes sur les réseaux sociaux et la pression de la performance sont monnaie courante, le dialogue intérieur est plus que jamais mis à l'épreuve. Combien de fois nous sommes-nous sentis inférieurs en voyant la vie parfaite des autres? Le dialogue intérieur sain nous rappelle alors que nous ne devons nous comparer qu'à la version la plus haute de nous-mêmes, que notre chemin est unique et que notre valeur n'est pas mesurée par les likes ou les approbations extérieures, mais par l'intégrité de nos actions et la noblesse de notre caractère. C'est dans la solitude que ce dialogue devient le plus pur, le plus audible. Sans les bruits et les jugements du monde, nous sommes en face à face avec notre esprit. C'est là que nous pouvons le rééduquer, le fortifier et le transformer en un allié infaillible sur le chemin de notre évolution. Un dialogue intérieur sain et motivant n'est pas une illusion de grandeur, mais une reconnaissance humble et rationnelle de notre potentiel à agir avec vertu et à vivre en accord avec notre nature profonde. Il est le socle de la confiance en soi, non pas une confiance arrogante, mais une assurance tranquille, forgée dans la connaissance de soi et la pratique constante de la raison. Créer un environnement qui booste la concentration et la volonté. Notre dialogue intérieur, aussi puissant soit-il, ne se développe pas en vase clos. Il est constamment influencé par le monde qui nous entoure. L'environnement, dans sa définition la plus large, joue un rôle déterminant dans notre capacité à maintenir notre cap, à cultiver notre discipline et à nourrir notre volonté. Les stoïciens, bien avant les psychologues modernes, avaient compris que notre espace de vie, nos relations et même les informations que nous consommons sont autant de facteurs qui peuvent soit nous soutenir, soit nous entraver dans notre quête de sérénité et d'efficacité. Créer un environnement propice, ce n'est pas chercher la perfection, c'est concevoir un écosystème qui soutient notre intention de vivre avec vertu. L'ordre extérieur reflète l'ordre intérieur. Pensez à votre espace physique. Un bureau encombré, un logement désordonné sont souvent le miroir d'un esprit tout aussi désordonné. Chaque objet superflu est une petite distraction potentielle. Chaque tâche inachevée, un poids mental qui grignote notre énergie. Le minimalisme, au-delà d'une tendance esthétique, peut être une pratique stoïcienne concrète. Il ne s'agit pas de se priver, mais de se débarrasser du superflu pour se concentrer sur l'essentiel. En réduisant le nombre de possessions, nous réduisons nos attachements, nos préoccupations matérielles, et par conséquent, le champ de nos désirs illusoires. Un espace rangé et épuré n'est pas seulement agréable à regarder. Il offre un sanctuaire mental. Il permet à l'esprit de se concentrer sur la tâche à accomplir sans être constamment sollicité par des stimuli externes. C'est une discipline en soi que de maintenir un environnement ordonné, une petite victoire quotidienne qui renforce notre maîtrise de soi. C'est créer un espace où la concentration est la norme et la dispersion l'exception. Considérez votre lieu de travail, votre chambre, même l'écran de votre ordinateur. Sont-ils des alliés ou des sources de chaos? Organiser son environnement, c'est préparer le terrain pour l'action, c'est honorer le temps que l'on va y passer. Le cercle d'influence, choisir ses compagnons de route. Au-delà de l'espace physique, notre environnement social est un puissant catalyseur, ou au contraire, un inhibiteur de notre volonté. Sénèque, avec sa sagesse acérée,
nous conseillait de choisir nos amis avec soin. Non pas pour juger leur valeur intrinsèque, mais pour évaluer leur influence sur notre propre cheminement. Fréquenter des personnes qui se plaignent constamment, qui critiquent sans proposer, qui vivent dans la distraction et l'irresponsabilité, c'est risquer de voir ces attitudes déteindre sur nous. Comme une goutte d'encre dans l'eau claire, leur négativité peut se propager insidieusement. À l'inverse, s'entourer de personnes qui incarnent les valeurs que nous aspirons à vivre, la persévérance, la curiosité, l'intégrité, la bienveillance, c'est s'offrir un miroir inspirant et un soutien inestimable. Ces individus ne nous jugent pas pour nos moments de solitude, mais comprennent et respectent notre quête. Leurs paroles et leurs actions renforcent nos propres convictions, nous offrant des modèles et un rappel constant de notre potentiel. Il ne s'agit pas de couper les ponts avec tous ceux qui ne partagent pas nos vues, mais de choisir délibérément notre cercle intime, de privilégier la qualité à la quantité dans nos relations. C'est une démarche courageuse qui exige parfois de prendre des distances, mais c'est une nécessité pour protéger notre énergie et notre orientation. Votre entourage est-il un soutien ou un fardeau pour votre discipline? L'environnement numérique, une frontière essentielle. Dans le monde moderne, l'environnement ne se limite plus à notre espace physique et à nos relations directes. L'environnement numérique est devenu omniprésent et sa gestion est un défi stoïcien majeur. Les flux d'informations constants, les alertes incessantes, les réseaux sociaux conçus pour capter notre attention, créent un environnement de distraction permanent. Cet assaut numérique peut fragmenter notre concentration, nous immerger dans des comparaisons inutiles et nous éloigner de nos objectifs profonds. Créer un environnement numérique propice, c'est curater son flux d'informations, choisir activement ce que l'on consomme, se désabonner des sources d'informations anxiogènes ou inutiles, suivre des comptes inspirants, éducatifs, qui nourrissent notre esprit plutôt que de le vider. Maîtriser les notifications, mettre en sourdine tout ce qui n'est pas essentiel. Réserver des moments précis pour consulter ses messages ou ses réseaux sociaux. Les notifications sont des intrusions constantes qui nous arrachent à notre concentration et nous poussent à réagir plutôt qu'à agir de manière délibérée. Définir des espaces sans écran. Établir des zones interdites aux appareils numériques, comme la chambre à coucher, la table de repas ou les moments de méditation. C'est créer des poches de silence et de présence où l'esprit peut se reposer et se ressourcer. Cette régulation de notre environnement numérique n'est pas une fuite, mais un acte de volonté. C'est une affirmation de notre droit à la consécration et à la paix intérieure face à une industrie qui cherche à capter notre attention à tout prix. C'est une manière de construire notre citadelle intérieure, non seulement dans notre esprit, mais aussi dans les couches externes de notre existence. En somme, créer un environnement qui booste la concentration et la volonté, c'est une démarche proactive et consciente. C'est comprendre que tout ce qui nous entoure, nos objets, nos amis, nos sources d'information, a un impact direct sur notre capacité à être la personne que nous aspirons à devenir. C'est utiliser notre raison pour agencer le monde extérieur, de manière à ce qu'il serve notre développement intérieur, plutôt que de le laisser nous manipuler et nous éloigner de notre essence. Ce faisant, nous ne marchons pas simplement seuls, nous marchons dans un espace que nous avons intentionnellement conçu pour la force et la clarté. 5. Poser des limites claires face aux distractions pour renforcer la maîtrise de soi. Les distractions ne sont pas de simples nuisances. Elles sont les symptômes d'une époque où notre attention est devenue la monnaie la plus précieuse et la plus convoitée. Dans notre quête pour marcher seul et aller plus loin, nous avons embrassé la solitude, cultivé la discipline, appris à modérer notre dialogue intérieur et à façonner un environnement propice. Mais tout cela peut s'effondrer si nous ne parvenons pas à ériger des remparts solides
contre les assauts incessants des distractions. Poser des limites claires n'est pas un acte de privation, mais un acte de libération, la marque d'une maîtrise de soi qui nous rapproche de la liberté véritable. L'illusion de l'urgence et la tyrannie des interruptions. Notre société moderne est obsédée par l'urgence. Les notifications, les emails, les messages instantanés créent une pression constante à réagir immédiatement. Nous sommes conditionnés à croire que toute sollicitation est digne de notre attention, que l'interruption est inévitable et même nécessaire. Pourtant, la plupart de ces urgences ne le sont que pour celui qui les envoie. Pour nous, elles sont des voleurs de temps, d'énergie et de concentration, nous éloignant de nos objectifs profonds et de nos propres priorités. Les stoïciens, qui vivaient dans un monde où les distractions étaient bien moins nombreuses, mais tout aussi insidieuses, potins, drames politiques, désirs superflus, comprenaient la valeur inestimable de l'attention. Ils savaient que la véritable liberté réside dans la capacité à diriger son esprit là où l'on veut, sans être tiré à hue et à dia par les plaisirs éphémères ou les urgences extérieures. Marc Aurèle nous rappelait l'importance de se retirer en soi-même, de créer un sanctuaire mental où les bruits du monde ne peuvent pénétrer. Aujourd'hui, ce retrait demande un effort conscient et délibéré. La discipline du non, une affirmation de soi. Le premier acte de résistance face aux distractions est d'apprendre à dire non. Non aux sollicitations superflues. Non aux tentations de l'immédiat. Non à la peur de manquer quelque chose, FOMO, qui nous pousse à rester constamment connectés. Dire non à une distraction, c'est dire oui à nos objectifs, à notre paix intérieure, à notre croissance. Ce n'est pas un acte de rejet envers les autres, mais un acte de respect envers soi-même et envers le temps précieux dont nous disposons. Cela demande du courage, car notre culture valorise souvent la disponibilité constante et la réactivité. Mais la force intérieure se construit précisément dans ces moments où l'on choisit la voie la plus exigeante. Chaque fois que vous ignorez une notification non essentielle pour vous concentrer sur votre travail ou votre réflexion, vous renforcez le muscle de votre volonté. Chaque fois que vous refusez une invitation qui ne correspond pas à vos priorités du moment, vous affirmez votre autonomie. Stratégie stoïcienne pour ériger des limites. 1. Identifiez les voleurs d'attention. Prenez conscience de ce qui vous distrait le plus. Est-ce votre téléphone? Une application spécifique? Des collègues bavards? Un environnement bruyant? La première étape est la prise de conscience. Planifiez le silence et la concentration. Ne laissez pas votre temps libre aux caprices des distractions. Planifiez des blocs de temps où vous coupez toutes les connexions numériques, où vous vous isolez volontairement pour travailler sur des tâches profondes, pour lire, pour méditer ou simplement pour être. Ces temps sacrés sont essentiels pour recharger votre esprit et renforcer votre concentration. C'est la préméditation de la concentration. 3. Appliquez la dichotomie de contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler toutes les sources de distraction dans le monde. Une alerte inattendue, un événement imprévu. Mais vous pouvez contrôler votre réaction et votre environnement immédiat. Vous pouvez désactiver les notifications, mettre votre téléphone en mode avion, vous isoler. Concentrez-vous sur ce qui est en votre pouvoir. 4. Pratiquez l'inconfort volontaire numérique. De même que les stoïciens s'entraînaient à la privation de nourriture ou de confort, pratiquez la privation numérique. Faites des détox digitales régulières. Un jour sans réseaux sociaux. Un week-end sans écran. Une semaine sans information en continu. Ces exercices renforcent votre résistance aux tentations et vous rappellent que vous êtes le maître de vos impulsions, pas leur esclave. 5. Établir des zones sans distraction. Désignez des lieux ou des moments où les distractions sont strictement interdites. Votre espace de travail, votre table de repas en famille, votre lit. Créez des habitudes claires autour de ces zones,
renforce la frontière mentale entre le temps de concentration et le temps de dispersion. La liberté dans la contrainte choisie. En posant ces limites claires, vous ne vous enfermez pas, vous vous libérez. Vous vous libérez de la tyrannie de l'immédiat, de l'impératif de réagir, de la comparaison constante. Vous retrouvez la maîtrise de votre attention, cette ressource si précieuse qui est la pente d'entrée vers la connaissance de soi et la réalisation de vos objectifs. La maîtrise de soi face aux distractions n'est pas une lutte constante, mais l'établissement d'une discipline si profonde qu'elle devient une seconde nature. Le chemin pour marcher seul est pavé de ces choix conscients. Chaque limite que vous établissez est une déclaration d'indépendance, une pierre ajoutée à la construction de votre citadelle intérieure. Elle vous permet non seulement d'aller plus loin dans vos projets et vos ambitions, mais aussi d'approfondir votre intégrité et d'expérimenter une forme de liberté que la plupart ne connaîtront jamais, celle de n'être esclave de rien, sauf de sa propre raison et de sa volonté. C'est dans ce courage de se retirer du vacarme que l'on trouve la clarté pour entendre sa propre voix, la force pour suivre son propre chemin et la sagesse pour discerner ce qui compte vraiment. Nous avons parcouru un chemin ensemble, explorant comment la solitude peut devenir une forge, la discipline un outil, notre dialogue intérieur un guide, notre environnement un allié, et nos limites des remparts. Marcher seul n'est pas une sentence, mais une invitation à la profondeur. Un chemin vers une intégrité inébranlable et une liberté authentique. Ce n'est pas une quête de l'isolement, mais une démarche vers l'autonomie qui, paradoxalement, nous rend capables de relations plus vraies et plus riches. Alors la question fondamentale demeure. Oserons-nous embrasser cette solitude féconde? Oserons-nous nous forger par la discipline, nous écouter avec sincérité, façonner notre monde avec intention et protéger notre esprit des assauts constants? La vraie mesure de notre courage ne réside pas dans ce que nous faisons quand tout va bien, mais dans notre capacité à tenir bon, à rester fidèles à nous-mêmes quand le monde entier nous pousse à fléchir. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Le chemin est là, le choix vous appartient. Qu'est-ce qui vous empêche, dès aujourd'hui, de faire le premier pas vers cette version plus authentique et plus forte de vous-même? Laissez votre réponse en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de réflexions stoïciennes et continuons à marcher ensemble, chacun sur notre propre chemin.